Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Parole de Terre. Je continue mon enquête sur la démarche des huiles engagées de Le Sieur et aujourd'hui, on va parler tournesol. Pour ça, je suis en région Nouvelle-Aquitaine et j'ai rendez-vous avec Christian qui produit du tournesol, mais pas uniquement. C'est parti. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ah, j'arrive au bon moment. Salut Christian. Bonjour Agathe. Alors, merci de me réaccueillir chez toi. Explique-nous où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans tes champs. Alors là, on est sur mon exploitation en Charente, au cœur de cette belle région Nouvelle-Aquitaine. On est au mois de juillet, début juillet, le 5 précisément. Donc on est en pleine période de floraison des tournesols. Et puis vous voyez toutes ces fleurs qui commencent à apparaître. Donc ça fait le bonheur des apiculteurs et de tous les insectes pollinisateurs, puisque le tournesol prend le relais de toutes les fleurs qui fleurissent au mois de mai-juin. Donc c'est essentiel pour la production de miel pour nos collègues apiculteurs. Alors là aujourd'hui on va parler de cette démarche des huiles engagées de Le Sieur dans laquelle toi tu es impliqué. J'ai rencontré Pierre il y a quelques semaines qui nous a expliqué toutes les pratiques agricoles qu'il met en place pour avoir un colza plus durable dans le cadre de cette démarche. Est-ce qu'entre le colza et le tournesol, c'est les mêmes pratiques? Alors, il y a des points qui sont communs. Par contre, le tournesol est une culture à cycle très court. Donc, puisqu'on le sème en avril, on le récolte en septembre en moyenne, alors que le colza est présent beaucoup plus longtemps. Et ce qui est important pour le tournesol comme pour le colza, c'est l'implantation. C'est pour ça qu'il nous faut des tournesols ou des colzas robustes, donc pour lesquels il faut qu'on mette tous les moyens en place pour assurer une levée rapide et homogène de cette culture qui produira ensuite cette huile engagée. Ça, c'est la première démarche. Et ensuite, si on arrive à mettre cette culture en place, derrière, on va développer des techniques alternatives pour limiter l'utilisation des produits chimiques, notamment le binage, ce qu'on appelle donc enlever les mauvaises herbes de façon mécanique. Ça, c'est une étape. Et puis, si les conditions, si on a une année très sèche, celui qui en a la possibilité, l'apport d'eau peut être aussi bénéfique pour le rendement, mais aussi pour la qualité des graines. Quoi d'autre encore par exemple? Un élément essentiel, c'est le choix des variétés qu'on va cultiver, parce que la France est un grand territoire, donc selon où on se situe, il faut adapter les variétés les plus adaptées au sol, en termes de précocité aussi. Donc ça, c'est aussi le travail de Terrinovia, donc l'Institut du tournesol, qui va nous aider à choisir les variétés les plus adaptées par territoire. D'accord, ok. Donc en fait, c'est des pratiques qui sont listées, mais qui ont aussi été pensées et réfléchies selon la zone géographique où le producteur se situe, c'est ça? Exactement, voilà. Okay. Donc par zone géographique, il y a un nombre de variétés qui est identifié en fonction des types de sol, en fonction du territoire, pour vraiment répondre aux enjeux. Voilà, on a des zones à fort potentiel, d'autres à faible potentiel, et les hybrides proposés ne sont pas forcément les mêmes. D'accord. Donc ça, c'est tournesol robuste. Tu parlais aussi tout à l'heure du désherbage mécanique. Oui, alors le désherbage mécanique, ça consiste à passer un outil entre les rangs de tournesol et d'éliminer les mauvaises herbes. C'est quoi le risque des mauvaises herbes? Le risque des mauvaises herbes, c'est de pomper les éléments qui sont dans le sol et l'eau disponible à leur avantage plutôt qu'au tournesol. D'accord. Et dernière chose, il y a aussi, si j'ai bien compris, des pratiques en rapport avec la biodiversité, puisque tu parlais par exemple des abeilles. Oui, alors les abeilles, c'est un point important. Donc on a des apiculteurs ou des agriculteurs qui sont eux-mêmes apiculteurs qui mettent des ruches à proximité des cultures de tournesol. Donc c'est un service commun qu'ils se rendent. Et puis aussi on met en place beaucoup de bandes enherbées, de bandes mellifères. Ça favorise la biodiversité, que ce soit les insectes, mais aussi toute la biodiversité. Alors, ce que je comprends dans le cadre de cette démarche des huiles engagées, c'est que si vous, agriculteurs, vous mettez en place un certain nombre de pratiques plus durables, du coup vous avez une juste rémunération pour toutes ces pratiques-là, c'est ça? C'est ça, donc c'est bien le principe de cette démarche collective qui encadre tout le monde, c'est bien de rémunérer les pratiques mises en place par certains agriculteurs qui ont investi, qui passent plus de temps et qui prennent aussi des risques dans la conduite de leur culture pour produire de l'huile qui correspond à des attentes du consommateur, qui est de plus en plus exigeante. Alors Christian, si on revient sur cette démarche des huiles engagées, explique-nous comment est-ce que cette démarche s'est créée et c'est quoi les objectifs? La démarche, elle a été initiée par le Sieur. Elle est co-construite avec l'ensemble des acteurs de la filière, amont-aval, que ce soit les instituts de recherche, les agriculteurs et les organismes stockeurs, triturateurs, etc. Et l'objectif, c'est de développer des techniques plus durables que nous, on va mettre en place. Alors, explique-nous pourquoi tu as décidé de t'impliquer, toi, dans cette démarche? Pour nous agriculteurs, c'est vraiment une démarche très positive que d'aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire rémunérer les efforts que l'on fait au quotidien sur nos exploitations, les prises de risques que l'on a. Et puis je te rappelle, Agathe, que je préside aussi le comité Protéines Nouvelle-Aquitaine, Protéina,
dans lequel nous souhaitons développer les cultures riches en protéines. Et en ce qui concerne le tournesol, ça fait partie des cultures qu'on a identifiées comme avec un gros potentiel, puisqu'à chaque fois qu'on produit du tournesol qui va produire de l'huile engagée, on va dans le même temps générer la production de tourteaux riches en protéines qui va nous permettre de tendre vers notre indépendance protéine française et européenne. Et donc augmenter notre souveraineté alimentaire. Exactement. Alors, ces productions, si je comprends, donc cœur de tournesol. Pour le colza, c'est fleurs de colza. On les retrouve dans les rayons à partir de quand? La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas attendre très longtemps. Donc dès le printemps prochain, nous retrouverons donc ces huiles dans vos lieux de vente préférés. Merci beaucoup, Christian. Merci Agathe. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, car dans le prochain épisode, j'irai rencontrer Guyonne qui travaille chez Le Sieur et qui nous racontera tout des origines de cette démarche. Si vous aimez les agriculteurs français, eh bien vous êtes au bon endroit. Likez et partagez nos épisodes et à très vite pour la suite. Salut!